Face à face, votre rendez-vous politique sur les antennes d'Azur TV. Très heureux de vous retrouver. Notre invité cette semaine est vice-président du groupe RN à la région PACA, Philippe Vardon. Bonjour. Bonjour Nicolas. On va parler aussi de politique nationale, évidemment, et puis de Nice, puisque vous êtes candidat aux prochaines municipales. Ça sera pour la deuxième partie de l'entretien. On va d'abord aborder les thèmes régionaux avec une question simple. On est en période de rentrée politique encore, même si c'est bien entamé. Il y a des thématiques qui se mettent en place. On a parlé des transports, on a parlé des lycées, on a parlé aussi de sécurité. On peut aussi dresser un bilan de l'action Estrosi-Muselier depuis 2015. J'imagine que vous avez quelques commentaires à faire. Non, mais vous parliez des transports notamment. Il faut savoir que c'est une des compétences principales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je préfère qu'on dise Provence-Alpes-Côte d'Azur que PACA, qui est un peu barbare. C'est une des compétences principales de la région. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce domaine, le compte n'y est pas. En réalité, l'exécutif Estrosi-Muselier, la région a concentré toute son action sur le TGV, ce qu'on appelle maintenant la ligne nouvelle. Il faut savoir que c'est 25 milliards d'euros d'investissement, 25 milliards d'euros. Et puis aussi, à côté de ça, c'est quand même 2000 hectares de terres agricoles, de terres fertiles qu'on va saccager et puis des paysages qu'on va défigurer. Nous, on est dans une logique qui est totalement différente. Plutôt que de se concentrer sur cette fameuse ligne nouvelle, nous, on préférait que la région se concentre sur les lignes qui existent déjà, sur les trains du quotidien, sur les TER, parce que c'est là qu'on pêche. Nous, on veut des trains qui arrivent à l'heure. On est loin du compte, vous savez qu'on est une des régions où il y a le plus de retard et aussi le plus de trains annulés. Et puis aussi, on veut des gares, des vraies gares, des gares qui ne ferment pas. Aujourd'hui, on se concentre donc sur cette ligne nouvelle qui va relier les métropoles et puis qui va amener vers Paris. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre région, dans notre département, dans les Alpes-Maritimes, c'est plus facile finalement pour un voyageur à faire de prendre la navette Air France qui l'amène en avion de Nice à Paris que pour un habitant des Alpes-Maritimes de faire la Trinité, Grasse, en TER. Je disais, on veut des gares qui ne ferment pas, et l'exemple de la Trinité, d'ailleurs, il est assez parlant. On a maintenant à la Trinité ce qu'on appelle une halte. Une halte, c'est quoi ? C'est une sous-gare. C'est une gare où il n'y a plus de guichets, où il n'y a plus de personnel humain, où il n'y a plus que des machines. Et on se retrouve comme ça avec des situations qui sont très compliquées, je pense notamment aux personnes âgées. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à la gare Saint-Charles à Marseille, et j'ai pu voir une vieille dame qui demandait où étaient, vous savez, les traditionnelles fiches horaires en papier cartonné. Et on lui a répondu que ces fiches horaires n'existaient plus et qu'il fallait maintenant aller chercher ça sur Internet. Vous imaginez une seconde la détresse de cette dame à qui on dit qu'il faut aller chercher les horaires sur Internet parce qu'on ne produit même plus de papier. C'est ça aussi qu'on vit dans ces gares qui deviennent des haltes avec des endroits de notre département, de notre région, qui sont de plus en plus mal desservis. C'est ce qu'on vit à la Trinité et dans plein d'autres endroits. Donc on doit se concentrer sur, je dirais, ces trains du quotidien, ces TER. Des trains qui arrivent à l'heure. L'ouverture à la concurrence, ça va arranger les choses. Non mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est au moins se servir de cette ouverture à la concurrence pour mettre la pression sur la SNCF, voilà, pour qu'on ne soit pas dans cette situation. Mais là aussi, la région ne joue pas son rôle de régulateur. La région devrait peser de tout son poids quand on a des gares qui disparaissent, parce que ce sont des gares qui disparaissent ou qui vont disparaître. Des trains sûrs, des trains à l'heure, des gares qui ne ferment pas. Les chiffres sont en amélioration, les chiffres. Oui, mais enfin, oui, on peut toujours. Mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux surtout, parce que tous les gens qui prennent les trains régulièrement dans les Alpes-Maritimes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur savent ce qu'il en est de la situation. Et je termine juste des trains qui sont à l'heure, des gares qui ne ferment pas et puis des trains sûrs. Vous parliez de sécurité. La sécurité, c'est pas une compétence régionale, mais elle peut s'exercer à l'échelle justement de la gestion des trains. Et là, on n'y est pas du tout. Vous en rappelez peut-être la grande marotte de l'exécutif Estrosi-Muselier, en particulier de Christian Estrosi, il faut bien le reconnaître, c'était les fameux portiques de sécurité. On a passé 3 ans comme ça à tester les portiques de ci, de là. À la fin, je crois qu'il y en avait seulement dans 8 gares, avec une efficacité proche de 0. Je me rappelle, aux Arcs Draguignan, on avait un portique au milieu, puis les portes sur les côtés. Enfin, c'était complètement ubuesque. Nous, depuis le début, on disait que ces portiques ne fonctionnaient pas. Résultat, au bout de 3 ans, ils ont été abandonnés. C'est une décision qu'on peut reconnaître à Renaud Muselier. Il était capable de reconnaître l'erreur de son prédécesseur. Ça nous a quand même coûté 6,8 millions d'euros. 3 ans, 6,8 millions d'euros pour les portiques de sécurité de Christian Estrosi. Non mais la vidéoprotection, on y est favorable, mais ce à quoi on est surtout favorable, c'est la présence humaine. Parce que se faire filmer quand on se fait agresser, c'est peut-être bien pour retrouver l'agresseur, mais le mieux, c'est la présence dissuasive, c'est la présence humaine. 3 ans sur les portiques, 6,8 millions d'euros. Nous, on aurait préféré que cet argent-là, il soit investi dans la présence humaine, avec la création d'une vraie police régionale des transports, que nous défendons depuis des années, sur le modèle de ce qui se fait en région parisienne. Là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. Je reviens simplement sur les lignes et les gares. Alors, j'entends bien votre position. Aujourd'hui, comment alors je sais que vous allez me dire que c'est
question de choix et de choix budgétaires, mais on a du mal à envisager dans le contexte actuel le maintien de toutes les lignes avec toutes les gares. Vous voyez, moi je crois tout l'inverse. Les problèmes budgétaires. Vous pensez qu'on peut... Non mais attendez, la question c'est celle du service public, c'est-à-dire celle du service au public. Évidemment, si on considère que la SNCF est une entreprise marchande ou commerciale comme toutes les autres, eh bien alors on peut raisonner comme vous le faites. C'est pas mon raisonnement. La réalité, c'est que c'est notre mission d'offrir ces possibilités au public. Et puis, quand on est dans un moment, parfois avec une certaine frénésie, où on parle autant d'écologie, où on fait autant appel au transport, excusez-moi, mais la fermeture de lignes, la fermeture de gares, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Et on incite, bien sûr, les gens à recourir aux véhicules individuels, aux voitures. Parce que comme je vous le disais, on met plus de temps pour aller de la Trinité à Grasse que pour aller de Nice à Paris, eh bien, ça pose un réel problème d'organisation du territoire. Aujourd'hui, on concentre tout, et c'est le cas avec la ligne nouvelle, autour des métropoles, alors qu'il faut bien sûr assurer la desserte des villes moyennes et même des villes un peu plus petites. C'est ça un vrai maillage du territoire et on est en train de s'en éloigner. En réalité, on a un maillage aujourd'hui, une offre de transport, un maillage du territoire qui est moins efficace aujourd'hui que ce qu'il ne l'était il y a 50 ans. Ça, c'est un vrai problème. Vous avez évoqué l'écologie, c'est un autre grand sujet régional avec la COP d'avance lancée par un grand sujet de communication régionale essentiellement. On va y venir. Juste, c'était pas dans les domaines de prédilection du Rassemblement national, comme d'autres partis d'ailleurs. On a tendance à dire que c'est le Rassemblement national qui s'y est mis. Voilà, ça a été le cas un peu dans tous les partis. Vous partagez quand même une vision différentes, en tout cas sur les grandes lignes. On voit qu'il y a des opérations qui sont menées, zéro déchet, la transition énergétique forcément. Vous mettez aussi beaucoup l'accent sur les circuits courts, le produire local, le maintien des savoir-faire. Est-ce que c'est votre façon de faire de l'écologie aussi ? Je me permets juste de vous contredire une petite seconde. Le Front National, devenu Rassemblement National, a une certaine antériorité en réalité dans les préoccupations écologiques. C'est pas forcément ce sur le quoi on a été le plus audible ou le plus écouté ou le plus entendu. Mais moi, il se trouve que, vous savez, j'ai travaillé sur notre campagne des élections européennes. J'étais donc au siège du mouvement et je suis retombé sur une plaquette sur la question énergétique, qui est une question au centre des préoccupations environnementales, qui datait de la fin des années 70. Une plaquette du Rassemblement National. Donc vous voyez, c'est une préoccupation qui était présente. Mais évidemment, elle l'est encore davantage aujourd'hui parce que les défis sont immenses et sont majeurs. La COP d'avance de la région, c'est la com d'avance. Voilà. C'est beaucoup de communication et en réalité, derrière, on voit qu'on est quand même toujours dans la même logique, c'est-à-dire la logique la plus polluante, celle du libre-échange mondialisé, celle des échanges sans frontières et donc sans limite. Nous, vous l'avez dit, nous défendons une vision, je dirais, qui a 2 étages. En haut, le protectionnisme économique, à l'échelle nationale, puis à l'échelle européenne, et en bas, ce qu'on appelle le localisme. Effectivement, la dimension locale, dans le domaine agricole, mais pas uniquement, aussi dans les embauches. Nous avons par exemple défendu depuis longtemps au Conseil régional le patriotisme économique local. Moi, je siégeais en début de mandature à la commission d'appel d'offres. C'est là qu'on passe les marchés publics de la région. Eh bien, moi, j'étais scandalisé de voir que, par exemple, quand il y a des travaux à faire dans les lycées de Nice ou d'autres villes de notre région, eh bien, ce sont des entreprises qui viennent de partout, mais le plus souvent pas de chez nous, qui les réalisent, qui n'emploient pas des habitants de notre région. Ça, c'est un vrai problème. Et nous avons proposé à la région, à travers des normes sociales, à travers des clauses environnementales, justement, de favoriser les entreprises d'ici, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Ce sont des mesures qui ont à chaque fois été refusées par la région. Ça, c'est du concret. On peut après faire de la communication, faire passer des pleines pages de pub dans les quotidiens régionaux, dans Nice Matin ou pourquoi pas à votre antenne, mais c'est pas la COP d'avance, ça, c'est la com d'avance uniquement. Alors on va évoquer maintenant des sujets nationaux parce que évidemment il y a une actualité ultra chargée. On va parler des municipales. Il y a une stratégie évidemment offensive du Rassemblement national, qui a un certain nombre d'élus déjà en place, mais j'imagine que vous avez dans l'idée de prendre quelques nouvelles villes, notamment dans notre région. Mais grande actualité de la semaine qui a agité la droite, c'est cette fameuse convention avec les propos d'Éric Zemmour qui ont presque effacé l'intervention de Marion Maréchal. Alors là, il y a un emballement médiatique absolument fou entre ceux qui veulent l'interdire d'antenne, ceux qui le défendent, les responsables à la candidature chez les Républicains qui ont été obligés de s'exprimer pour soutenir ou pas Éric Zemmour.
Bon, alors, le moins qu'on puisse dire... Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? Est-ce qu'il est allé trop loin d'abord? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet événement qui se voulait un événement de débat, un événement intellectuel, une forme de remue-ménage, a causé son petit effet, puisque tout le monde aujourd'hui se retrouve à commenter les propos d'Éric Zemmour. Je pense que c'était un petit peu son objectif. Moi, j'ai pas très bien, je dois vous avouer, compris ce qu'on lui reproche en fait à Éric Zemmour. C'est d'avoir dit que face à l'immigration massive, je crois que c'est ça sa formule, les jeunes Français pouvaient s'attendre à être minoritaires sur leur terre. Il y a le terme de guerre civile, il y a les parallèles... Mais Éric Zemmour fait là des constats et de la prospective. On lui reproche d'avoir dit que face à l'immigration massive, on pourrait devenir minoritaire sur notre terre. Mais, enfin, excusez-moi, mais c'est déjà la réalité dans des quartiers entiers de notre région, dans des quartiers de Nice, dans des quartiers de Toulon, dans des quartiers de Marseille, dans des secteurs entiers même de notre région. Oui, bien sûr, face à l'immigration massive, petit à petit, les Français deviennent minoritaires. Ça, c'est une réalité. Et vous savez, Éric Zemmour, il est comme moi. Il a grandi dans les quartiers populaires. Tout ça, cette situation, il l'a vu évoluer. Moi, j'ai grandi dans la Cité des Moulins à Nice. J'ai une partie de ma famille qui a très longtemps habité à l'Ariane. Et qui est-ce qui va venir nous expliquer, à Éric Zemmour ou à moi, que c'est pas une réalité? Ce sont les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Ce sont, excusez-moi, les journalistes des salles de rédaction parisiennes qui vont venir expliquer à Éric Zemmour ou à Philippe Vardon que tout ça est faux. Non, mais je pense que si c'était contenté d'un constat, c'est les mots qu'il a employés qui sont durs et qui ont heurté la guerre civile, le parallèle. Ce sont ces mots, ce sont ceux d'un polémiste. Éric Zemmour n'aime rien moins que la polémique, que porter le fer avec les mots. Et c'est après tout son métier, et je dirais même quasiment sa fonction dans le débat public français. Mais en réalité, on veut casser le thermomètre pour ne plus avoir de fièvre. On veut interdire à Éric Zemmour de dire ce qu'il voit ou ceux qu'il voit venir, parce que c'était ça aussi le sens de son discours. Quelque part, Éric Zemmour, dans son domaine, avec ses mots qui sont parfois durs, parfois raides, mais il est quelque part dans sa fonction, c'est aussi un lanceur d'alerte. Le fait que la justice ouvre une enquête, comment vous l'interprétez? Aujourd'hui, on voit des juges de gauche qui condamnent les opinions qui ne leur plaisent pas, et puis derrière, certains journalistes de gauche qui expliquent que les gens qui ont été condamnés ne peuvent plus aller parler. Ça, c'est pas exactement ma vision du débat public. Moi, je pense que la liberté d'expression vaut mieux que la censure. Que tous ces gens qui veulent interdire Éric Zemmour de parole aillent plutôt débattre avec lui, qu'il nous explique que ce qu'il dit est faux, qu'il se promène avec lui dans les quartiers nord de Marseille, qu'il se promène avec moi dans les quartiers de Nice, et puis ils nous expliqueront que non, c'est pas vrai, l'immigration massive ne cause rien. Ils nous expliqueront, ils viendront à Nice m'expliquer, on se baladera ensemble sur la promenade des Anglais, et puis ils m'expliqueront que l'islamisme ne représente pas un danger pour notre pays. Tout ça, c'est une réalité. Il le dit avec ses mots, dans sa fonction, dans sa verve, mais pour autant, malheureusement, il y a là-dedans beaucoup de vrai dans ce constat. Donc, vous le défendez et vous trouveriez absolument anormal qu'on le prive d'antenne et qu'il soit condamné. Mais bien sûr, évidemment. Je passe à un autre sujet, mais qui est lui aussi explosif en cette rentrée, alors sur un autre terrain, c'est celui des retraites. Alors là, on est face à un malaise, visiblement, entre le projet du gouvernement et la perception qu'on en a sur le terrain, les retraités d'abord, les policiers qui ont manifesté, les avocats, et puis tous les autres qui ont du mal à comprendre où on veut en venir. Alors, j'explique rapidement, on veut un système universel qui serait à peu près le même pour tout le monde. En gros, je schématise. Est-ce que cette vision-là, vous la partagez ou vous dites ça aussi, c'est de la communication? Non, mais la réalité, ce qui inquiète tout le monde, et je crois que ce sont des inquiétudes qui sont légitimes, c'est cette notion du point. On va créer en fait une retraite qui aura une valeur basée sur ce point. Et excusez-moi, mais si on crée ce point, c'est pour pouvoir en modifier la valeur, tout simplement. Sinon on ne le ferait pas. Et ça, il est légitime que ça crée des inquiétudes. Et vous l'avez dit, c'est malheureusement une inquiétude transversale qui traverse aujourd'hui toutes les professions, tous les métiers. Mais un peu le fond philosophique, ce qu'on essaye de nous vendre tout le temps, et ce qui, comme ça, finalement, pourrait s'entendre. On nous dit, puisqu'on vit plus vieux, il faut travailler plus vieux. Mais vivre plus vieux, ça ne veut pas dire vivre mieux. Ça ne veut pas dire vivre bien. Moi, vous savez, un exemple que je connais bien, celui de ma mère. Elle a bientôt 60 ans. Elle a fait des métiers assez difficiles toute sa vie. Elle a été serveuse, femme de ménage et puis éducatrice, aide-soignante aujourd'hui. Ma mère, physiquement, je vous le dis, je ne la vois pas travailler encore 4, 5, 6 ans. C'est pas possible. Et c'est comme ça pour des pans entiers de notre société. Encore une fois, vivre vieux, ça ne veut pas dire qu'on vit bien. Et il y a là, je crois, un hiatus. Et puis surtout, je crois qu'on passe à côté de la question centrale. Aujourd'hui, pourquoi notre système de retraite est en déséquilibre? Ce qui manque, c'est quoi? C'est du boulot et des berceaux.
la question de l'équilibre de notre système de retraite, c'est la question de l'emploi et de la natalité. Et finalement, on voit qu'on est comme ça dans des mesurettes, dans des réformettes, qu'on est en permanence en train un peu, excusez-moi, mais de tourner autour du pot sans s'attaquer à la question centrale. Oui, il faut redonner de l'emploi, recréer de l'emploi dans ce pays pour pouvoir cotiser, et puis il faut avoir des cotisants. Et pour ça, il faut relancer la natalité dans ce pays, qui est une natalité qui baisse petit à petit. Alors on nous dit souvent qu'elle se maintient un peu mieux que certains de nos pays voisins. C'est aussi en grande partie à cause de l'immigration, il faut bien le dire. Mais cette natalité, aujourd'hui, n'est plus soutenue par l'État. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les familles, contre la politique familiale. Les deux clés de l'équilibre de notre système de retraite, c'est l'emploi et la natalité. Et là, on n'y est pas. Pour relancer la natalité, je suis volontairement provocateur, la PMA, c'est pas une bonne idée? Je crois pas. Je crois pas que ça soit la meilleure solution. Je vous étonnerai pas trop en disant ça. Vous savez, je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de sérénité, mais beaucoup de sérieux aussi dans ces débats, ces débats de société. Qu'on n'a pas débattu de façon apaisée. Je crois, oui, exactement. Je crois que le débat a été assez écrasé. On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a une Assemblée nationale qui n'est pas très représentative. Et que ça vaut d'ailleurs pour le débat sur la PMA comme pour le débat qui va venir sur l'immigration. On a une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, qui ne représente pas la diversité des électeurs et la diversité des opinions. Et dès lors, on a un débat qui est un peu écrasé par le nombre pléthorique de députés En Marche, dont certains ont parlé de députés Playmobil, qui sont là juste pour lever la main et voter pour sans vraiment trop s'impliquer. Et je crois que ce débat n'a pas été mené sérieusement. Il y a là de vrais sujets de fond, notamment celui de la nécessité de l'altérité dans la construction de l'enfant. Oui, on peut considérer que c'est mieux d'avoir un père et une mère dans son éducation. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont pas les opposants à la PMA qui le disent, c'est l'Académie de médecine qui a émis de profondes réserves sur la PMA sans père. C'est pas la PMA pour toutes, c'est la PMA sans père. L'altérité, c'est mieux. Alors, il peut arriver que par des hasards, des accidents de la vie, bien sûr, on se retrouve privé d'un père, ça arrive à plein de gens, mais que la société fasse le choix en amont de créer cette situation, de favoriser cette situation, là je crois que ça pose un vrai problème. Et puis on voit qu'on est progressivement sur une rupture de la logique de filiation avec une pente qui est assez vertigineuse. Demain, la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, ce qui est évidemment particulièrement choquant, et puis on peut aller comme ça vers l'utérus artificiel. On peut aller, excusez-moi, on est déjà, la propagande sur les mères porteuses a déjà commencé. Oui, mais quand on voit, oui, d'accord, mais comme lorsqu'il y a eu la loi Taubira et le mariage pour les couples de même sexe et l'adoption pour les couples de même sexe, on nous a expliqué qu'il n'y aurait pas la PMA. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la PMA. La réalité, c'est pas les mêmes personnes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la PMA et qu'on voit déjà qu'il y a toute une communication si on est gentil, propagande si on veut être un peu plus désagréable, sur la gestation pour autrui, sur les mères porteuses qui s'est mise en route avec notamment des exemples people où on voit quelqu'un comme Marc-Olivier Fogiel qui vient faire la communication autour excusez-moi, mais de ses enfants qu'il a achetés. Moi je trouve ça particulièrement choquant, et puis demain ça sera peut-être l'utérus artificiel et ainsi de suite. Je ne crois pas que tout ce qui est possible scientifiquement soit souhaitable. Et à un moment, le rôle aussi de la société, le rôle du législateur qui en est normalement, quand la représentativité est là, l'expression, c'est aussi de poser des limites. Vous avez parlé du débat sur l'immigration qui devrait s'ouvrir. Est-ce que c'est pas du pain béni pour le Rassemblement national à 6 mois des élections municipales qui est cette ouverture-là du débat? Il va y avoir le débat parlementaire. Marine Le Pen devrait pouvoir s'exprimer a priori. Mais on sait aussi que ce débat, il va se jouer dans les médias, sur le terrain, avec les Français, puisqu'on va de facto en parler. Est-ce que là, c'est pas... Je crois surtout qu'Emmanuel Macron a pris conscience de la présence, de l'omniprésence de ce sujet dans les préoccupations des Français, et qui tente, bon an, mal an, d'y apporter une réponse. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus qualifié, Emmanuel Macron, pour répondre aux inquiétudes des Français sur l'immigration. Il n'y a jamais eu autant d'entrées d'étrangers dans notre pays que sous Emmanuel Macron. L'an passé, ce sont, si on fait l'addition des demandeurs d'asile et des titres de séjour qui ont été délivrés, ce sont 360 000 personnes qui sont rentrées dans notre pays. C'est assez simple, hein.
c'est l'équivalent de la population de la ville de Nice, de ma ville. L'équivalent de la population de la ville de Nice est entré de manière légale. Je ne parle même pas ici de l'immigration clandestine qu'il faudrait venir rajouter. C'est l'équivalent de la ville de Nice. Si on rajoute d'ailleurs les mineurs étrangers isolés, on arrive à 400 000. Si on continue à ce rythme, c'est 2 millions d'étrangers sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il est sans doute pas le mieux positionné pour répondre à ces inquiétudes. Puis d'ailleurs, on l'a vu dès cette semaine, aller expliquer au niveau européen qu'il fallait sanctionner les pays qui ne voudraient pas de la répartition des migrants. Mais la réalité, c'est que nous, on ne veut pas de la répartition des migrants. Les Français ne veulent pas de la répartition des migrants. Les Français, ce qu'ils attendent, c'est qu'on en finisse avec l'immigration sans fin, sans frein, avec l'immigration massive. Les municipales, on va regarder de près notre région, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, sur les scores que pourraient faire les candidats du Rassemblement national. Il y a de grandes ambitions. Je parle vraiment des 3 départements. Je sais que vous êtes spécialiste évidemment des Alpes-Maritimes. Rajoutez le Vaucluse alors, les 4. Oui, mais en fait ça c'est notre zone d'achalandise, j'allais dire notre zone de diffusion. C'est les 3 départements que je vous ai cités. Là il y a de vrais objectifs. Il y a des objectifs réels parce que vous savez que le soir des élections européennes, le Rassemblement national est le premier parti de Nice, le premier parti des Alpes-Maritimes et le premier parti de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et évidemment, même si une élection n'est pas semblable à une autre, surtout entre les européennes et les municipales, ça légitime aussi de grandes ambitions, puisqu'il y a de très nombreuses communes où nous sommes arrivés en tête aux élections européennes, mais aussi lors de l'élection présidentielle. Et donc, il y a bien sûr des ambitions réelles. Vous savez, sur le cycle électoral qui nous a amené jusqu'à l'élection présidentielle de 2017, le Front National, devenu Rassemblement National, a changé de dimension. Avec 2000 élus dans toutes les strates, il est devenu un grand mouvement des territoires, un grand mouvement des terroirs même. Et aujourd'hui, c'est avec, je dirais, cette force, ce maillage, cet ancrage, que nous allons vers ces élections municipales avec 3 objectifs. Évidemment, conserver nos villes. Il y en a un certain nombre dans la région. Je pense à Fréjus, au Luc-en-Provence. Je pense au secteur de Marseille, qui est piloté par Stéphane Ravier et Sandrine Dangio, qui est ma collègue au conseil régional et qui est maire de secteur. Je pense à nos communes du Vaucluse, au Pontet, à Camaret. J'espère que j'en oublie pas quelques-unes en chemin. Mais nous avons toutes ces communes qui sont dirigées par le Rassemblement national, où nos maires ont largement fait leurs preuves. Le Rassemblement national s'est imposé avec une excellente gestion municipale, et ça, c'est aussi des arguments que nous aurons à défendre devant les électeurs. Et bien sûr, nous avons des ambitions, si vous me permettez de faire un petit focus sur les Alpes-Maritimes et voire même sur la métropole niçoise. Nous avons dans la métropole niçoise Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Carrosse, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, autant de communes où nous pouvons espérer l'emporter. En dehors de la métropole, Menton, Valoris, Golfe-Juan, et puis oui, Nice, où nous avons de réelles ambitions, où nous savons que la bataille va être rude, mais où nous sommes tout à fait prêts à la mener. Et je suis prêt à la mener. Alors, pour l'instant, vous ne connaissez pas le casting complet de vos adversaires. Cédric Roussel, En Marche ou pas, semble-t-il, il ira. À gauche, Garcia, allemand, on ne sait pas. Ciotti, pas encore donné sa décision. Christian Estrosi, il n'y a pas de véritable suspense, même si ce n'est pas encore déclaré. Mais, donc pour l'instant, vous faites campagne contre personne. Vous faites campagne avec des arguments quand même, un projet. Mais on fait campagne avec une vision pour notre ville. On fait campagne avec un projet qu'on va présenter petit à petit. Nous avons des conventions municipales qui vont avoir lieu jusqu'à décembre. La première, c'est une convention qui s'intitule Nice Prospère, autour des questions d'économie, de commerce, de fiscalité, qui aura lieu jeudi prochain, le 10 octobre, au Splendide, à 19h, à Nice, au Victor Hugo. Nous allons donc pouvoir traduire cette vision à travers un projet. Mais c'est une vision qui est, en tout cas, résolument alternative à celle qui a été portée par Christian Estrosi et puis tous ceux qui l'ont entouré aussi pendant des années pour cette ville. Aujourd'hui, on a une ville qui perd son âme, qui est en train de devenir quelque part une métropole comme une autre. On a une ville où on nous vend de l'écologie avec des pots de fleurs qui sont en train de créer d'ailleurs un chaos absolu dans le centre-ville de Nice en matière de stationnement et de circulation, mais dans le même temps, on bétonne la plaine du Var. On a une ville où on fait la chasse aux automobilistes, mais où dans le même temps, on a les dealers qui font la loi, à Las Planas, au Moulin, au Liseron, à la Bornala, avec des gens qui n'en peuvent plus. Et quasiment chaque semaine, on a des affaires de deal qui sortent dans la presse locale. On a l'État qui est défaillant. Oui, mais moi, je crois pas qu'il faut toujours s'abriter. Vous savez, le maire de Nice, Christian Estrosi, a souvent
très souvent répété qu'il était le premier responsable de la sécurité. Il ne peut pas maintenant aller s'abriter derrière l'État. Évidemment, il y a une responsabilité. C'est pas lui qui le dit, là, c'est moi, hein. Évidemment, il y a une responsabilité de l'État, mais évidemment, quand l'État est défaillant, c'est au maire de prendre le relais. Quand on a la première police municipale de France, et notre municipalité s'en vante suffisamment souvent, il faut répondre aux défis de l'insécurité dans notre commune. Et puis, on a aussi une commune, une municipalité qui s'est très lourdement laissé aller aux compromissions avec les islamistes. On a dans notre ville des mosquées radicales qui sont hébergées dans des locaux municipaux. Ça, je peux vous assurer que nous y mettrons fin. Nous sommes, je crois, dans cette campagne, non pas seulement l'incarnation du changement, et moi, je suis sur le terrain tous les jours au contact des Niçois, et les Niçois ont envie de changement. Mais même davantage que ce changement, nous incarnons clairement une rupture avec la municipalité Estrosi. Pour le dire simplement, hein, avec nous, ça sera moins d'impôts, plus de sécurité, moins de béton et plus d'identité. Merci beaucoup, Philippe Vardon. Merci à vous. Cet entretien que vous pourrez revoir évidemment sur les sites internet de nos différentes antennes dans les 3 départements donc, de notre région. Nous sommes diffusés le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro évidemment de Face à Face.